parlons en fait des ressources. Est-ce que c'est un métier qui paye? À part la visibilité, la notoriété. Joker! En fait, Tout le monde n'est pas mère, tout le monde n'est pas maman. On est femme, mais tout le monde n'est pas maman. Tu peux avoir des enfants et même ne pas être maman. Ok, on est en fait dans une génération où tout le monde il veut l'acceptation autour d'eux. Genre, tu veux être adulé, les gens veulent en fait être aimés par tous, jusqu'au point en fait de se perdre eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont concrètement. Je suis féministe, mais pas des féministes qui combattent les hommes. Je suis une féministe qui dit ou qui comprend que le combat doit se faire avec les hommes. Tu as totalement raison d'avoir peur. Tu dois même avoir peur parce que le monde fait peur, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Je me suis lancé un défi faux, interviewer 100 personnalités à travers 10 pays africains. Et là, je suis au Bénin et je suis avec une personne qui est hyper reconnue aux écrans. Elle est belle, charmante, éloquente. Mais là, ici, on ne va pas se limiter à la personne qu'on voit à l'écran. On veut connaître son parcours, son histoire, d'où elle vient, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, quel est son équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Je sens le loup piège arriver sur moi. Je sens ça. Frida, ça va? Bienvenue. Merci Honoré, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu, on tient. Et la semaine? Ouais, la semaine a été assez éprouvante, mais on est debout. C'est l'essentiel. On est encore là. D'accord. Et si on te demandait de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis donc Axel Frida Elisha. Je suis présentatrice télé, comme tu l'as dit, et maîtresse de cérémonie. Je suis également entrepreneur, étant donné que je suis à la tête d'une marque de vêtements, Warrior Bénin, qui fait son bonhomme de chemin. C'est mon bébé que je pousse comme je peux et qui s'envole très bien, en tout cas. Tout va bien. Super. Voilà. Écoute, là aujourd'hui, quand on te voit et on se dit, bon, ok, selon toi, par rapport à ton parcours, quelles sont les 3 réalisations qui te rendent le plus fier? Alors, les réalisations qui me rendent le plus fière, déjà être maman. Ouais, si les gens se disent que c'est tout naturel, tu vois, quand tu es un être humain, tu grandis, forcément à un moment donné, tu auras des enfants, tu vas fonder ton foyer, donc c'est banal. Mais moi, j'estime que c'est pas banal. C'est une lourde responsabilité. Avoir une famille, c'est une entreprise qu'on doit tenir correctement. Donc, c'est une grosse réalisation pour moi. Mes enfants, c'est moi. C'est ce que j'ai pu faire jusque-là. Quand je partirai de cette terre, on dira au moins, j'ai laissé quelque chose derrière moi. Donc, oui, grosse réalisation. Ensuite, la personnalité ou bien le personnage que j'incarne chez les gens, c'est également une grosse réalisation parce que être jeune et être porté par autant de personnes, ouais. Ça rend fier. Ça rend fier. Et pour finir, mon entreprise que je monte, donc voilà. Tu sais ce qui est incroyable? Toutes les femmes qu'on a eues ici qui sont passées, quand on les parle en fait de leur réalisation, toutes commencent par leurs enfants. Ce qui est à l'opposé des hommes qui passent ici. Oui. Mais quelque part, c'est normal parce que je dis, en Afrique surtout, les enfants pour la femme, c'est beaucoup. C'est pas juste des êtres humains, tu vois. C'est vraiment arriver à réaliser quelque chose de concret, à faire quelque chose de bien dans sa vie. Donc, c'est normal que toutes les femmes commencent à dire « mes enfants ». Parce qu'un homme, ça peut te quitter. La famille, ça peut te quitter, mais les enfants, il sera difficile pour un enfant de te quitter. Si cet enfant te quitte, c'est parce que toi-même, tu n'as pas eu les comportements qu'il fallait, ou bien tu n'es pas une bonne personne. Tu es une personne toxique pour cet enfant-là. Sinon, l'enfant, il ne te tournera jamais le dos. Parce que l'amour est inconditionnel, quoi. L'amour des enfants. C'est ça. En te regardant, tu es, j'ai envie de dire, relativement en fait, jeune. Et avec tout ce que tu as cité là maintenant, ce que les gens vont se poser comme question, d'où elle vient et c'est quoi en fait son histoire? Tu viens d'où concrètement? Je viens d'où? Ouais. Alors, je suis originaire de Ouidah. D'abord, des deux côtés. Donc, du côté de ma mère comme de celui de mon père, je suis, j'aime dire, à 1000% de Ouidah. Très fière. Voilà, je suis pure souche, comme on dit. Et écoute, je viens d'une famille, une très belle famille, d'accord, qui a son histoire. Chaque famille, surtout les familles africaines, ont leurs histoires.
Je viens d'une famille donc qui a une grosse histoire, une famille dans laquelle on m'a appris très tôt qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, que je devienne très vite adulte, que je commence à réfléchir pour moi, pour la vie que je veux pour moi-même. Voilà. Donc, très tôt, je suis sortie de cette famille. J'ai commencé à jobber, comme on dit dans notre langage ici. J'ai commencé à faire mes petits business. Et puis voilà, la vie n'a pas toujours été rose, mais on apprend de là où on vient, on apprend des difficultés, on apprend des souffrances que l'on vit. Et puis aujourd'hui, je peux dire, ça n'a pas été facile, mais je suis sur le bon chemin. Je crois, je suis sur le bon chemin. Tu crois? Ouais. OK. Est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais de travailler à la télé? Non, pas en premier. Pas en premier, c'est venu après. Mais quoi? On parle quand même de qui, là? Mais non, petite, je voulais être hôtesse de l'air, je te dis. Je voulais partir parce que pour moi, l'hôtesse de l'air, c'est la dame toujours tirée à 4 épingles. C'est celle-là qui n'a jamais le ton, qui est dans les airs, qui va, qui vient, qui a toujours à dire parce qu'elle a vécu telle ou telle autre chose dans un pays. Donc pour moi, c'était ça, mon rêve. C'était ce que je voulais. Mais ma maman, paix à son âme, elle était contre parce qu'elle estimait que tu es dans les airs, un avion, ça peut cracher. Donc, je risque de te perdre très tôt. Donc, je ne veux pas que tu partes. Et chemin faisant, je commence à voir une dame à la télé, Tata Inès, Ouais. avec son émission avec les enfants. Et j'ai dit à ma maman, oui, je sens que moi aussi, un jour, je pourrais faire de la télé. Ouais. Et petite anecdote, Tata Inès, elle habitait dans mon quartier. Ah ouais. Elle était à 2 pâtés de maison de chez moi. Donc, tous les mercredis, elle devait passer devant mon portail, le portail de ma maison, avant de partir. Et ça commençait à me motiver. Je commençais à nourrir un peu cette envie d'aller vers la télé. Et quand j'ai eu mon bac et que j'ai commencé l'université, je devais faire un stage. Juste après ce stage-là, le directeur de l'agence de com dans laquelle je faisais mon stage a dit, tiens, voilà, je t'offre cette opportunité de faire tes preuves à l'écran et c'est parti. Ah ouais. C'est comme ça que c'est parti. Mais en vrai, il faut dire que c'est ton environnement aussi qui t'a permis en fait de rêver parce que j'ai envie de dire que si Tata Inès n'était pas à côté, est-ce que tu aurais pu imaginer que c'était possible pour toi? Je ne sais pas, puisque toute chose arrive pour une raison, donc je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas retourner en arrière et dire clairement ce qui est. Mais peut-être que tu as raison, l'environnement a favorisé, le fait que Tata Inès soit également dans cet environnement, ça a favorisé, mais en tout cas, c'est tout bénef. Aujourd'hui, ça va. Tout bénef. Je pense aussi que c'est des sujets qu'on a eu déjà abordés avec pas mal de jeunes qui se disent, OK, moi, la personne qui m'inspire, par exemple, les personnes vont dire, la personne qui l'inspire, par exemple, c'est Elon Musk. La personne, elle est très loin, elle est extrêmement loin. Tu te dis, bon, OK, peut-être elle a réussi parce qu'elle est là-bas, mais si toi, tu vois quelqu'un qui a réussi, qui est dans ton environnement, tu te dis, bon, OK, c'est faisable et tu vois que ton rêve, il est réaliste. Et surtout, la famille peut rapidement comprendre parce qu'il y a quelqu'un à côté qui a envie, en fait, de cette activité, du coup. Exactement. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu étais jeune? Le plus marqué positivement ou négativement? Vas-y. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Écoute, c'est la résilience de ma mère. C'est vraiment sa résilience, sa force et son envie de se sacrifier pour que ses enfants réussissent. C'est ça qui m'a énormément marqué. Et il m'est souvent difficile de faire une conversation avec quelqu'un sans évoquer ma mère. Parce que c'est le modèle, c'est la baronne, c'est, je sais pas, c'est celle-là qui a tout ou qui a eu tout, qui a tout eu pour moi. Oui, elle avait les bonnes valeurs, elle avait la détermination, elle avait de la patience, et elle croyait vraiment en l'être humain. Pour elle, il était difficile de réaliser que l'homme pouvait être méchant ou elle accordait toujours le bénéfice du doute. Elle accordait toujours la deuxième chance aux gens. Donc, oui, elle m'a énormément marqué, cette dame. On sent où tu prends ton énergie, où tu prends... Écoute, qu'est-ce qui a été, selon toi, Jean, qu'est-ce qui a été pour toi, en fait, les premiers défis dans ta vie? Les premiers défis sur le plan professionnel ou personnel? Personnel, beaucoup plus personnel. Personnel, les premiers défis,
C'est de prouver au monde que tu peux être jeune, jeune vraiment, physiquement parlant, mais très mature. Jeune, mais avoir la façon de penser, d'agir et de parler d'une personne beaucoup plus âgée. Ouais. Oui. Parce que quand tu arrives et que les gens réalisent que c'est ce bout de personne-là qui est là, on ne te fait pas confiance en premier. On ne veut pas t'écouter. On estime que tu es trop jeune pour nous parler, par exemple. Donc oui, pour moi, ça a été difficile au départ. J'ai eu mon bac à 15 ans, donc tu t'imagines. Quelqu'un qui a son bac à 15 ans, qui sort de l'université à 18 ans environ, les gens ne veulent pas vous donner de la place. Les gens estiment que vous êtes trop jeune pour arriver à leur dire quoi que ce soit. Donc oui, il fallait se battre et montrer que j'ai mon mot à dire, j'ai le droit d'être là. Si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé à être là. Donc, vous me respectez pour cela. Incroyable. C'était un gros challenge. Et du coup, quelle est la filière que tu as fait à l'université? J'ai fait marketing et communication commerciale. Okay. Ensuite, j'ai fait un peu de langue à côté. Je n'ai pas fait les langues vraiment à l'école. J'ai fait les langues dans des instituts, ça et là. J'ai fait l'anglais. Donc, voilà. Tu te rappelles de ton premier job? Mon premier job? Ouais. Ben, j'ai commencé directement par la télé. Oui. J'ai commencé directement à la télé. Sinon, avant la télé, ben, écoute, j'étais la commerçante de l'école. J'ai vendu du lait à l'école, j'ai vendu du cérélac, j'ai vendu des produits cosmétiques. Si c'est de ça que tu parles, job côté entrepreneur, c'est ça. Mais job, vraiment, carrière, j'ai commencé à la télé. Directement à la télé. Ouais. Tu te rappelles de ton premier passage? Bien sûr. Comment je me rappelle. Ben écoute, on m'a dit, vendredi tu passes, puisque c'était une émission hebdomadaire, on m'a dit, vendredi tu passes et ta rubrique, c'est l'instant jeu. Donc, il fallait venir donner les résultats d'un jeu qui s'est passé durant toute la semaine. Et on m'a dit, voilà, t'es prête? J'ai dit, non, je ne suis pas prête, mais je vais y aller. On n'est jamais prêt, en fait, mais je vais y aller. Et puis, voilà, on démarre l'émission. L'animatrice principale, Sonia, démarre. Et quand la rubrique arrive, qu'elle m'annonce, le jingle et tout ça, je viens m'asseoir. Tac! Mais façon, j'ai débité tout ce que j'avais préparé. Ça dit, sans respirer. Merci, voici les gagnants numéro. Merci. Et je suis partie. C'est-à-dire que c'était vraiment ma première fois. J'ai pas appris de quelqu'un. J'ai pas eu de formation. Donc, vraiment autodidacte, j'arrive. C'était comme une récitation. Je fais tac, 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 tac et je passe. Ça a duré combien de temps? 5 minutes. OK. 5 minutes. Mais en fait, ce qui, pour moi, n'était pas bien fait, pour le téléspectateur, a été bien fait. Les gens l'ont bien reçu parce que quand je suis descendue, j'ai commencé à avoir des messages sur Facebook. On était au début des années Facebook, là. Voilà. Des messages d'encouragement. Ah, mais tiens, t'as vu la télé, t'as assuré, c'est ça, t'as assuré, t'étais assez éloquente, posée. Je dis posée, moi je tremblais dans mon froc, là. Je tremblais, j'en faisais presque dans mon froc. À quel moment vous avez vu, elle était posée? Mais les gens m'ont apprécié et ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Voilà. La deuxième, la troisième, la quatrième fois, et puis c'est parti. Est-ce que ça t'arrive, en fait, de te dire, bon, ou bien au début, tu avais eu envie, en fait, de laisser tomber? Laisser tomber? Oui. Jamais. Tu On t'offre une opportunité de venir à la télé. C'est pas juste parler derrière un micro à la radio. Non, tu es à la télé, on te voit. Tu as la possibilité de toucher des millions de personnes et tu vas lâcher pourquoi? J'ai pas eu envie de lâcher même à un seul moment. Du tout. Au contraire, j'ai eu envie de m'imposer, envie de grandir encore et encore, d'aller d'émission en émission. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Hein. J'ai toujours cette envie-là d'aller loin. Ouais. Intéressant. Comment on devient en fait une présentatrice en fait au niveau de A+? A+? Ben écoute, je vais dire, on travaille. On trouve sa ligne. On travaille donc à rester sur cette ligne, à s'imposer. Et je pense que quand tu fais bien, même si tu es caché au fin fond de la terre, on te verra. Si A+ a supposé à un moment donné qu'ils pouvaient me faire confiance, c'est parce qu'ils m'ont vu faire, c'est parce qu'ils ont observé, c'est parce qu'ils ont eu de bons retours. Donc oui, on travaille justement à se faire voir, on travaille à se faire... En tout cas, on fait en sorte d'attirer l'attention sur soi. Mais toi, comment tu as fait pour arriver là? Ben écoute, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai juste bien fait mon travail. À chaque fois qu'on me confiait des projets, parce que c'est quoi, ça va faire
12 ans ou environ 13 ans que je suis à la télé. Donc, à chaque fois que j'avais un projet, je prenais ce projet-là comme le mien. Ce n'était pas juste un contrat qu'il fallait remplir. Non. C'est la satisfaction personnelle pour moi aussi. À un moment donné, je finis le projet. Est-ce que je suis contente d'avoir bien fait? Ça a toujours été ça mon leitmotiv. Donc, je pense que c'est ça qui a encouragé les producteurs à venir me chercher là où j'étais et à encourager maintenant les patrons d'une chaîne de télé à mettre leur confiance en moi aujourd'hui. Et je veux bien dire, depuis qu'ils m'ont fait confiance et depuis qu'on a démarré cette aventure avec A+ Bénin, je pense qu'ils sont quand même assez fiers de leur choix. Ouais, parce qu'on a toujours de bons retours jusque-là, donc je crois. En tout cas, c'est parce que mais je travaille en tout cas. Tu travailles beaucoup en fait. Oui, pour qu'ils restent fiers de leur choix et voilà, qu'on fasse de très très belles choses ensemble. Une chose que je retiens, c'est que en fait, il faut déjà qu'on commence à t'accorder de la confiance, même si c'est sur des petites choses. Oui. Tu assures, tu crées de la confiance. Plus les gens ont confiance en toi, on va t'attribuer en fait des projets beaucoup plus grands au fur et à mesure. C'est ça. Donc, qu'est-ce que toi tu dirais, Jean, quelles sont en fait les qualités essentielles en fait dans votre métier? Dans le métier d'animateur télé? Exactement. Il faut être authentique. Tu as ta personnalité et tu imposes ta personnalité aux téléspectateurs. Tu imposes ta personnalité aux producteurs. Tu imposes ta personnalité à toute la chaîne en fait qui est autour de la télé. C'est cela. Être une personne aujourd'hui qu'on ne va pas retrouver demain, ce n'est pas à l'avantage forcément d'un directeur de projet ou bien d'un producteur. Tu vois? On sait dans quelle ligne tu es, on sait dans quelle case te mettre. Ainsi, ça permet au producteur ou à la chaîne de savoir quel programme te confier. On est d'accord. Tu travailles également ton niveau de langue parce que venir à la télé et parler, c'est pas parler à un coin de rue. On est d'accord. Ouais. Donc, il faut continuer à travailler sur soi. Il faut avoir une bonne élocution, avoir un bon niveau de langue, être authentique, comme j'ai dit, et surtout avoir l'humilité. OK. Parce que quand tu arrives à la télé et que tout le monde te voit, dès que tu sors du studio, le monde t'attend. Le monde veut être avec toi. Le monde t'adule à un moment donné. Et l'être humain, quand il commence à être adulé, à un moment donné, il s'oublie. Il a l'impression qu'il est le maître du monde et il devient un but de sa personne, tu vois. Il faut rester humble. Se dire, cette opportunité, elle est là aujourd'hui, j'en profite, mais elle peut partir à n'importe quel moment. Quand elle sera partie, je deviendrai l'individu lambda que tout le monde connaît. Ouais. Donc, restez humble, malgré tout. Wow. En tout cas, merci beaucoup en fait pour ces conseils. Toi, la dernière fois qu'on en discutait, tu me disais que tu es de lundi à samedi au studio et tout. De 8h à 21h, même au-delà parfois. OK. C'est quoi ta journée type? Ma journée type, c'est me lever à 7h. Okay. Je me levais à 6h à cause de mes enfants, mais depuis un moment là, franchement, j'arrive plus à tenir. Oui. Donc, je les laisse partir à l'école parce qu'ils partent autour de 6h45. Moi, je me réveille, mais je prends quand même le temps de le dire au revoir. 7h, je suis debout, je prends ma douche, je me brosse les dents, je prends ma douche. Je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison. Ah ouais? Parce que je dois être au studio à 8h. Le studio, il est à 20 minutes de chez moi maintenant. C'était à 1h, mais maintenant, c'est à 20 minutes de chez moi, étant donné qu'on a déménagé. Donc, j'arrive au studio. Là, maintenant, je prends mon petit-déj. Je retrouve en même temps mes équipes rédactionnelles. Je retrouve l'équipe des casteurs pour savoir qui sont les débatteurs qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous les avez briefés? Quelle tranche d'âge on attend? Parce qu'il faut réellement que les tranches d'âge correspondent aux thèmes que l'on débat. Donc, quels sont les thèmes du jour? Bien sûr, en amont, j'ai préparé mes thèmes. Voilà. Quels sont les thèmes du jour? Petit rappel, je fais encore un brief avec mes casteurs ainsi que l'équipe rédactionnelle parce que parfois, toi, tu as une compréhension du thème qu'ils n'ont pas forcément. Donc, il faut que je leur rappelle, voilà, c'est dans voilà l'orientation qu'il faudrait donner au thème. Est-ce qu'on a les débatteurs qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils ont porté? Comment est-ce qu'ils sont déjà là? Et tout ça, il faut savoir. Ensuite, je fais un tour rapide à la régie pour voir si tout le monde est là. Je taquine énormément. Je mets beaucoup à l'aise. Oui, parce que j'estime que quand l'ambiance de travail est détendue, les gens se donnent à fond.
Ouais. Ils ne savent même pas à quel moment ils se sont donnés. Donnés. Parce qu'ils se sentent appréciés. Voilà. Donc, je taquine énormément. Je reviens en loge pour commencer maintenant mon maquillage. OK. Quand je démarre le maquillage, en 40 minutes, on a fini. Je prends, il y a le technicien de son qui vient m'installer les micros et tout ça, s'assurer que c'est bon. Et hop, je démarre la première émission. Une émission, un enregistrement peut nous prendre entre 1h30 et 1h40 si on n'a pas de couac, parce qu'il peut arriver qu'on ait des problèmes techniques, ou soit qu'un débatteur ait la peur de la foule et donc n'arrive pas à s'exprimer. Il faut les remettre en confiance. C'est un gros travail. Les gens n'ont pas idée, mais on ne se pas le cache, c'est un gros travail. Et il faut faire ça d'affilée 4 fois ou 5 fois. On s'est donné un challenge d'aller à 5 émissions par jour. Wow. Jusque-là, on n'a pas pu pour des raisons techniques, mais on va y arriver. Waouh! Ouais. Et quand on finit la journée, je suis totalement raplapla. Je suis claquée, mais de chez claquée. Et en fait, l'émission passe tous les jours à 14h. Et quand tu regardes une émission qui a été tournée en réalité à 19h ou même à 22h parfois, parce qu'on reste jusqu'à 22h, tu ne sais pas. Parce que sur le visage de Frida, tu vois toujours le sourire, tu vois le peps, tu vois l'énergie. Wow. Là, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Mais genre, comme tu l'as dit, en fait, genre, parfois vous tournez à 22h. Comment tu fais pour garder autant d'énergie? C'est la grâce de Dieu. Je ne pourrais pas te dire. Je ne fais pas de sport particulier. C'est la grâce de Dieu. Ouais, c'est la grâce de Dieu. Et vraiment, l'envie de toujours bien faire. Ouais. Super. Parce qu'à la fin, quand je regarde une émission et que ce n'est pas bien fait, je m'en veux. Ouais. Je m'en veux énormément. Tu es perfectionniste? Oui, à la limite, même si la perfection n'existe pas, j'aime quand même avoir le contrôle sur tous les détails. Ouais. Et dis, pour une émission comme ça, il y a combien de personnes à peu près qui travaillent en background pour faire sortir l'émission? Alors, on va dire il y a environ une 50aine de personnes qui travaillent à temps plein. Voilà. Mais dans le studio, on va être autour de 30 ou 35. On va dire une trentaine qui travaillent dans le studio pendant que l'émission tourne. Mais après, autour, c'est-à-dire l'équipe des casteurs, tous ceux qui sortent, le catering, tout ça, on avoisine la 50aine. Wow. Quand on est là, en fait, de l'autre côté, on ne sait pas qu'il y a tout ça là qui se passe, quoi. On ne sait pas, on ne sait clairement pas. Okay. On sait clairement pas. Qu'est-ce qu'on ne voit jamais dans votre métier? Qu'est-ce qui se passe, en fait, en background que nous, on ne voit jamais, mais qui est assez intéressant que l'audience doit savoir? Qui est assez intéressant et que l'audience doit savoir. Je prends exemple sur cette semaine. Ouais. Alors, cette semaine, mardi, j'ai chopé une intoxication alimentaire. Wow. D'accord? Donc, tu sais, intoxication, tout ce qu'il y a autour, diarrhée, vomissement, tout ce qu'il y a. Mais mercredi, je dois faire une émission. Je dois faire 4 émissions. Wow. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin, je n'arrive pas à sortir de mon lit. Je n'arrive même pas à lever mon bras tellement je suis faible. Voilà que les débatteurs sont déjà prévenus. Le public est déjà prévenu, il sera là, le public est là à 7h. Les techniciens sont déjà là et une journée de tournage raté, c'est des millions de francs de perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai donné ma parole, j'ai pris un engagement, je sors de mon lit avec toute la bonne volonté, avec toute la souffrance que je pouvais endurer. Mais je me dis, je vais y aller parce que j'ai donné ma parole. J'arrive, impossible de dire mot. Wow. Heureusement, on a une équipe médicale sur place qui me prend en charge. Donc, je suis sous perfusion pendant près de 3 heures, 4 heures de temps. Ouais. Et je me lève à 13 heures pour animer une émission. Waouh! Ça, le public ne sait pas. Et à 13 heures, je suis debout, le sourire large comme cela. Des warriors, ou bien... Yeah, des warriors, c'est ça même. Guerrière du royaume de l'Éternel. Waouh. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la détermination. Ouais. On n'a pas pu faire les 4 émissions ce jour-là, mais au moins, on a fait la moitié. On a fait 2 émissions. Et quand je finis une journée comme ça, je suis trop fière de moi. T'assuré, en fait, il n'y a rien. En fait, c'est hyper impressionnant. Ouais. En fait. Quand je finis, je dis, il n'y a rien qui soit impossible à une personne déterminée. Tant que tu as la grâce de Dieu. Carrément, carrément. Mais en fait, je me posais juste la question, c'est pourquoi dans votre cas, généralement pas dans les films, je sais que il peut avoir en fait quelqu'un qui une doublure et oui, tout. Oui, pourquoi dans votre cas, c'est pas possible, un truc comme ça? Alors,
C'est pas possible dans notre cas. Je ne sais pas si dans les pays développés, c'est possible d'avoir des doublures pour les animateurs ou les animatrices télé. Mais ici, pourquoi c'est pas possible? Ben, parce qu'on est un peu limité dans nos ressources en Afrique. Malheureusement, on est limité. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais je ne sais pas qui va présenter comme toi. Non, pas qui va présenter comme moi, mais qui aura la fougue comme moi. L'énergie. Oui, et qui aura en même temps le même visage. Ouais. Parce que la doublure doit te ressembler un peu. Voilà. Carrément. Ouais. Bon, parlons en fait des ressources. Est-ce que c'est un métier qui paye? À part la visibilité, la notoriété. Joker, en fait, Joker, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un Joker? Tu peux avoir un Joker là ou je suis obligée de répondre? T'es pas obligé de répondre. Ok. Mais t'es obligé de répondre. Est-ce que ça paye? Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs sources de revenus, moi. D'accord? Donc, ne pensez pas que tout ce que vous voyez là, c'est forcément la télé qui me donne, même si la télé donne énormément. J'ai beaucoup de sources de revenus. En fait, là, derrière, l'idée, c'est juste, en fait, pouvoir faire projeter, par exemple, aux jeunes, pour savoir, OK, parce que bon, quand on a eu des artistes ou en fait les acteurs la dernière fois, on posait en fait la question pour savoir est-ce que vraiment c'est un domaine en fait assez rentable, une personne peut en vivre en fait en étant là. Et pour certains, en fait, ils nous expliquaient que pour pouvoir en vivre, par exemple, par rapport au domaine de la musique, il faut atteindre un certain niveau. Tu vois, donc c'est pour ça que je pose cette question, pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir savoir est-ce que c'est intéressant Je sais, mais en fait, la réponse que je te donnerai, la voici. Je pense qu'il ne faut pas faire un travail parce qu'on vise l'intérêt pécunier. OK. D'accord? Il faut faire un travail parce que celui-là t'épanouit, parce que tu te sens utile à faire quelque chose. Pas forcément parce que ça gagne gros. Ouais. Ça gagne gros, c'est un plus, c'est un bonus. Mais est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais? Est-ce que tu sens que tu apportes quelque chose dans le monde? C'est ça. Les premières questions. C'est pas forcément l'argent. Ouais. Maintenant, si tu es intéressé, oui, ça gagne. Okay. Mais effectivement, il faut faire un travail. Ouais, C'est pas parce que tu as commencé aujourd'hui, là, que tu vas t'attendre à gagner des millions. Non, il faut un cheminement. Il faut travailler sur toi. Il faut montrer également que tu es capable et qu'on peut te confier de gros projets. Sinon, oui, ça gagne. C'est bon? C'est bon. Du coup, elle a tourné, mais on a compris enfin le message. C'est ça, c'est le plus important. Quels sont les défauts de votre métier? Les défauts? Oui. Ben, les défauts du métier, c'est que les gens pensent que tout est facile, tout est rose. Tu passes à la télé, donc voilà, ta vie est trop belle. Tu as tout. Tu as tout parce que tu passes à la télé. La télé, c'est vrai que c'est fait pour faire rêver. On est d'accord. Mais il faudrait que les téléspectateurs ou le public restent lucides et sachent que c'est une vitrine, c'est un miroir, tu vois. C'est juste ce que vous voyez, rien au-delà. La télé, ça camoufle, en fait. C'est le gros défaut de la télé. C'est dans l'apparence, quoi. C'est dans l'apparence. OK. C'est dans l'apparence. On se dit que c'est inconcevable, par exemple, qu'un animateur télé puisse dire, j'ai pas 100 millions, par exemple, ou j'ai pas 50 millions pour faire tel ou tel projet. Parce que tu passes à la télé, c'est que tu es millionnaire. C'est que tu es immensément riche. Tu vois, c'est ça le gros défaut. Je pense qu'on n'arrive pas en fait à faire la différence entre la notoriété, l'exposition et la richesse. Je pense que c'est un très gros défaut. Exactement. Et c'est aussi une problématique actuelle avec tout ce qui est en fait business en ligne aujourd'hui. Les gens qui ont assez de visibilité, on considère que ils sont riches ou simplement ils ont une expertise, alors que y a une grosse différence entre l'expertise et en fait l'exposition. Totalement. Donc ouais. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, comme tu viens de le dire tout à l'heure, en fait, vous êtes dans l'apparence. Toi, c'est quoi ton secret pour rester toujours belle, fraîche, souriante, avec de l'énergie derrière? C'est quoi mon secret? Je pense qu'il n'y a pas de secret particulier. Hein. Comme je dis, tout vient de mon éducation, tout vient de ce que ma mère m'a inculqué. Je suis la seule fille que ma mère a eue. OK. Je suis la Benjamine, celle-là à qui elle voulait tout donner parce qu'elle a longtemps, justement, rêvé d'avoir une fille. Donc,
Ça vient de mon éducation de rester toujours sur mon plus beau jour, prendre soin de moi, être toujours très, très propre. Ça vient de mon éducation. C'est pas vraiment un effort. C'est pas... ça ne me demande pas, tu vois, un effort particulier. Ça se fait naturellement, tout seul. Et je pense que c'est un atout également dans le milieu, dans le métier que je fais. Ça participe énormément parce que it's free. Tu sens que c'est naturel. Tu vois, je n'en fais pas trop. C'est juste ça. Voilà. Et c'est pas pesant. Ça se fait naturellement. Mais quand tu es au studio tout le temps, ça veut dire en fait se maquiller et tout. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur toi, ta peau, un truc comme ça? Mais forcément, les produits cosmétiques, forcément, ça a d'impact. Il faut après faire des cures, il faut faire du détox. Mais la chance avec ce métier aussi, quand on est sur de grosses productions, comme on ne se pas le cache, c'est que c'est saisonnier. Vous avez de grosses périodes pendant lesquelles vous tournez. Et après, vous êtes au repos. Donc, pendant que je ne tourne pas, je ne suis pas maquillée. Pendant que je ne tourne pas, pendant que je ne tourne pas, je prends soin de ma peau, je reste naturelle. Les gens me voient. Ce n'est pas comme si j'ai du mal à sortir de chez moi non maquillée. Non, du tout. Donc, pendant que je ne tourne pas, je prends soin de ma peau. Quand je tourne, ma peau est chargée, lourdement maquillée. Lourdement maquillée, ouais. Et après, c'est beaucoup de problèmes. C'est de l'acné. Ouais, énormément, mais quand on sort de la période de tournage, tout disparaît. Wow. Ouais. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Non, après, il faut juste avoir une bonne routine, voilà, une bonne routine beauté, avoir les produits qu'il faut, pas forcément des produits qui agressent votre peau, et voilà, c'est tranquille. OK. Comme on le dit, en fait, l'apparence... Ouais. C'est un investissement. C'est un gros investissement. Toi, aujourd'hui, tu dépenses énormément dans tout ce qu'on voit là, tout ce que je montre. Ouais. Je dépense, mais je ne dirais pas énormément parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir une marque de vêtements. D'accord? Donc, je consomme ce que je produis. Voilà. Et à part ça, j'achète rarement sur place. OK. Tout ce que je mets, tout ce que j'utilise, c'est forcément des produits que j'ai ramenés de mes voyages ou de mes courses que je fais à l'international. J'achète rarement sur place. Donc, c'est jamais trop cher. Parce que quand ça vient ici, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Tu achètes à la base, à la source, c'est beaucoup moins cher. Donc, mais pourquoi tu n'utilises pas les produits made in Bénin? J'utilise les produits made in Bénin. Mais en fait, ce dont je parle, ce sont les produits qu'il faut acheter ailleurs. Je ne les achète pas ici. Voilà. Je préfère aller les acheter ailleurs. Pour éviter de payer des taxes, de payer plus cher, de payer le bénéfice de celui qui me vend. Donc, oui. Non, je consomme énormément béninois puisque moi-même, je produis local. Donc, oui. OK. Tu as dit que ce qui t'avantageait, c'est que tu avais une marque. Ah, ça, c'est ce qui m'intéresse, moi. OK. Comment est venue, en fait, ton idée de créer, en fait, la marque? Est-ce que c'était par rapport aux problématiques que tu racontais? Tu te dis, bon, au lieu de dépenser chaque fois, j'en crée. Je suis tout le temps à la télé. Si je prends soin de moi, les gens me voient, en fait, bien habillé. Ces personnes seront intéressées simplement par des produits. Et voilà, au lieu de dire, c'est chez cette marque que j'ai acheté, je vais créer ma propre marque. Raconte-nous, en fait, comment c'est venu, en fait, l'idée. Alors, comment c'est venu? Comme je t'ai dit, très tôt, j'ai commencé à faire du business. Donc, autour de mes 22, 23 ans, je faisais la Chine, la Turquie, Dubaï, l'Italie, tout ce que tu veux. Oui. Donc, je ramenais des vêtements, je ramenais des accessoires et tout ça de ces pays-là que je commercialisais dans ma boutique de bazar. OK. Et ma marque de fabrique, je vais dire, à cette époque, c'était l'unicité du style. C'est-à-dire, quand tu trouves un vêtement ou un accessoire chez moi, il te sera difficile de trouver ailleurs dans une autre boutique à Cotonou. OK. Et c'était comme cela pendant près de 4-5 ans. Mais à un moment donné, la Chine a commencé à envoyer sur le Togo, a envoyé sur le Nigeria. La Turquie également a commencé à déverser directement. Donc, l'unicité que je clamais a commencé à prendre un coup. Tu trouves un truc chez moi, même si c'est difficile, tu retrouves quand même. Et ça a commencé à me faire réfléchir. Je dis, mais non, écoute, je suis en train de perdre un peu mon monopole. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je laisse ça et je m'investis maintenant dans quelque chose que je peux contrôler moi-même. Okay. Je crée une marque de vêtements, je propose des tenues pensées par moi-même. Ça va être difficile de retrouver exactement comme j'ai créé ici sur place.
C'est comme ça qu'est née l'envie donc de créer une marque de vêtements. Et je me dis, comment est-ce qu'il faudra identifier cette marque, la reconnaître comme étant une marque béninoise? Qu'est-ce qu'on a au Bénin? On a le pain tissé. Ok. Qu'est-ce qu'on a en Afrique? Parce qu'il ne faut pas seulement viser le Bénin. ouais. Je ne vends pas uniquement au Bénin. Qu'est-ce qu'on a en Afrique? On a le kente, on a le pain tissé, on a le batik, on a l'indigo, on a tout ça. Donc, je fais un peu mes enquêtes et mes recherches. Qu'est-ce qui me sera facile à retrouver rapidement? Le pain tissé et le raffia. Okay. C'est comme ça que je pars sur ces deux qualités de tissu africain que j'ajoute à mes créations et puis c'est parti. Mais tu n'as aucune formation dans la mode? Aucunement. Aucunement. Si ce n'est ce que j'ai reçu de ma mère. Rien, aucune formation. Je suis juste une amoureuse de la mode. J'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est différent. Parce que quand vous regardez bien, les tenues que je crée, ce ne sont pas forcément des tenues que tout le monde pourrait porter et qu'on pourrait retrouver partout. Ça a vraiment une certaine difficulté, soit dans le schéma, soit... Il y a toujours un truc qui est assez bizarre. Mais j'aime ça. Oui, j'aime ça. Je trouve que c'est ça même la particularité de Warrior Bénin. Surtout la chaîne de valeur de la création en fait, de la marque. Tu gères tout? Depuis la conception? Je gère tout. Tout. Bon, quand je dis je gère tout, j'ai une équipe qui m'accompagne, mais les idées viennent de moi. J'ai un patron couturier, j'ai mes dames qui font le pain tissé, le raffia, j'ai mes dames également qui le font. Voilà, j'ai mes graphistes, j'ai ma gérante de boutique, j'ai mes coursiers, c'est toute une équipe, mais je dirige, je donne les grandes idées et après je délègue. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas cela. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Tu ne peux pas tout faire tout seul ou toute seule. Il faut déléguer, mais donner les bonnes directives. Il faut bien déléguer. Ouais. Et parlant en fait de la délégation, comment toi tu as structuré ton équipe, sachant que la majorité du temps, tu le passes en fait en studio? Oui. J'ai trouvé d'abord une personne essentielle en qui j'ai le plus confiance. D'accord? Et c'est cette personne-là qui est le filtrage. OK. Donc mes premières recommandations sont transmises à cette personne-là. Qui, me connaissant et connaît la façon dont j'aurais voulu que ces orientations partent, vient ensuite irriguer, on va dire irriguer, envoyer toutes les informations au secteur qu'il faut. C'est ainsi que ça se passe. Et à la fin, je viens toujours, à chaque fin de semaine, voir comment ça se passe, est-ce que telle ou telle chose a été respectée, les délais de livraison, les tenues, je regarde, les finitions. Oui, très important. Je regarde tout ça et puis voilà. Au niveau de la marque aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors du développement en fait, de la marque? C'est vraiment avoir les matières premières. Le pain tissé et le raffia, c'est difficile de les avoir. Le pain tissé, pourquoi? Parce que les dames avec qui je travaille ne font pas que ça. Elles ont d'autres activités. Et pour avoir un métrage de pain tissé, il faut avoir d'abord de l'espace. Parce qu'il faut étendre le fil. Elles sont en location. Wow. Mes dames sont en location, elles n'ont pas vraiment. Donc, c'est difficile. À chaque fois, il faut trouver un espace où on pourra donc étendre le fil et créer les motifs. Pareil pour le raffia. Pour le raffia, elles ne sont pas sur place. Je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas tout dire. C'est quoi? Pour le raffia aussi, c'est la même difficulté. Parfois, ça nous prend du temps à sortir les fibres. Ça nous prend du temps à tisser les fibres. Donc, c'est vraiment la grosse difficulté. C'est avoir la matière première. La grosse difficulté. Quand on a passé cette étape, le reste est facile. Quand on arrive en atelier, c'est facile. Tu montres juste les coupes à ton patron, comment tu voudrais que ça soit. Vous décidez ensemble des couleurs à utiliser, des accessoires, fermetures, boutons et tout ça à utiliser. Et après, c'est facile. Mais la grosse difficulté, c'est vraiment au démarrage. Voilà. Les matières premières. Les matières premières. OK. Aujourd'hui, en fait, ta distribution, principalement, est-ce que tu fais des collections et tu fais sortir ou comment tu gères, en fait, la distribution? Je fais des collections, d'accord, qu'on distribue localement comme à l'international. Okay. Mais il faut dire qu'on vend beaucoup plus à l'international qu'au local. Okay. Pourquoi? Parce que je pense que le Béninois n'est pas encore vraiment prêt à consommer Made in Bénin. Le Béninois se dit que le Made in Bénin, ce qui est produit localement, c'est cher, c'est pour une catégorie de personnes. Et le Béninois aime beaucoup consommer ce qui vient d'ailleurs. Tu vois, pendant longtemps, moi-même, j'ai tenu un magasin qui ramenait d'ailleurs. Donc, le Béninois a cette culture
culture-là, ce qui fait que c'est difficile. Bon, pas que c'est difficile, mais on vend moins sur place qu'à l'international. On vend beaucoup plus vers le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, même le Togo. Mais au Bénin, c'est minime. Okay. C'est minime. OK. Mais toi, comment en fait tu as pu, disons, tu arrives à avoir en fait des clients au niveau international? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui produisent ici au Bénin. Mais la plus grosse difficulté en fait, c'est comment écouler leurs produits. Est-ce que ça vient en fait de ton exposition ou comment en fait tu le gères concrètement? Alors, mon exposition, je dirais oui et non, parce que quand j'ai créé tout de suite la marque, je ne l'ai pas affiché. C'est-à-dire, j'ai pas tout de suite... Tu t'es pas mis en avant? Je me suis pas mise en avant. Ça m'a pris au moins une année avant que je ne dise, voilà, c'est moi. Je pense que ce sont les réseaux sociaux qui nous ont beaucoup aidés. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux, c'est un canal, mais... c'est un levier très puissant. Très puissant. C'est à peine si tu payes la communication sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu as juste le contenu qu'il faut, que tu relais quand il faut et comme il faut, et facilement, tu arrives à écouler tes produits. Donc, je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux qui nous ont aidés parce qu'on a rarement fait de com à la télé. On a rarement fait de com traditionnel, donc radio, affiches et tout ça. Tout est vraiment passé par les réseaux sociaux. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a cet outil-là, pourquoi ne pas en profiter? Du coup, les entrepreneurs, en tout cas, ceux qui sont vraiment futés, savent qu'il faut passer par les réseaux sociaux pour gagner vraiment à l'international. Supposons qu'aujourd'hui, il y a une jeune personne qui a envie de lancer sa marque. Quelles sont les étapes à suivre pour lancer en fait une marque ici au Bénin? Alors, avant ça, je dirais à cette personne, tu vas lancer ta marque, mais attends au moins 2 ans avant de vraiment jouir. OK. Parce que il faut arriver à mettre le client en confiance d'abord. C'est un nouveau produit. Tu dois arriver à mettre le client en confiance. Tu dois arriver à trouver, à produire suffisamment quand on va te le demander. Donc, ça prend du temps pour vraiment commencer à jouir de son investissement quand il s'agit de marque. En tout cas, de mon expérience, il faut attendre 2 ans. Selon moi. C'est ce que j'ai vécu. On est d'accord. Donc, pour cette personne qui a envie de lancer une marque, je vais lui dire... Prends le temps vraiment d'observer autour de toi si les gens ont besoin du produit ou du service que tu veux proposer. N'attends pas que ce soit ta famille ou tes amis qui viennent t'encourager ou qui viennent supporter ton business. Tu veux que ton business marche, compte vraiment sur les personnes extérieures. Tu sors vraiment de ton environnement. C'est ça. Maintenant, tu veux monter un business, sois sûr de ta source de revenus déjà. Parce que le business, quand tu vas le monter à un moment donné, l'argent que tu as mis de côté pour ce business, ça va s'épuiser et va te demander d'injecter ton argent personnel. Et si tu n'as pas une autre source de revenus, tu ne peux pas tenir à ce moment-là. Si tu as ces 3 points, tu es bon, tu es lancé. C'est très important en fait ce que tu as dit à la fin. Parce que bon, c'est un truc en fait que j'aime souvent dire aux personnes qui veulent se lancer dans le business. Avant de vouloir se lancer sur des business, j'ai envie de dire en fait long-termistes, il faut avoir en fait du cash flow. Donc des business cash flow où en fait un moyen en fait d'entrer de l'argent pour pouvoir investir. Et c'est l'erreur en fait que font la majorité des personnes. Ils se lancent et se disent ok, j'ai cette somme, j'ai 1 million, je me lance dans ce truc et 2 jours plus tard, il y a en fait des problèmes. Ils n'ont pas de moyens en fait pour pouvoir subvenir. Il faut toujours avoir un à côté. Toujours avoir un à côté. Parce que ce que tu as prévu pour le business, ça ne peut jamais tout couvrir. Intéressant. Mais en même temps, on ne dit pas de toujours injecter dedans, mais toujours avoir en esprit que mon business, à un moment donné, pourrait être en mauvaise posture et va me demander de l'argent. Comment toi, tu gères en fait les finances du business et tes finances perso? Parce que là, tu as parlé de « Ok, j'injecte de l'argent ». Mais comment en fait tu traces ça? Comment tu gères ça en fait concrètement? Alors, comment est-ce que je gère ça? Comme j'ai dit, j'ai plusieurs sources de revenus, donc j'en ai suffisamment de côté pour ne pas avoir besoin de piocher dans le business. C'est-à-dire, j'ai autre chose. Je gagne, je perçois un salaire, je perçois différents salaires parce que je ne travaille pas que pour une seule personne. Donc, je perçois différents salaires, ce qui me fait suffisamment bien vivre pour ne pas avoir besoin de piocher dans le business. D'accord. C'est ça. Le business, il est là-bas, il évolue tout seul. Mais quand tu prends
de temps en temps, le business, il a besoin en fait de fonds. Ça, c'était au début. Au début. On n'y est plus. Maintenant, ok, tu es assez en fait rentable là-dessus. Maintenant, le business est lancé, il s'en sort tout seul. Et moi, je continue à percevoir et à me faire du cash ailleurs. Ok. Au départ, est-ce que toi, tu faisais en fait la différence entre tes fonds perso et les fonds en fait de l'entreprise? Au départ, je n'ai pas fait cette différence. Et quand je discute avec des personnes averties, ces personnes me disent que c'était une grosse erreur. Exact. Oui. Parce que je me disais, mais mon argent, c'est l'argent de mon business. Non. Donc, et oui, j'ai fonctionné ainsi. Ah ouais. Et à un moment donné, j'ai réalisé en discutant avec ces personnes-là que ben, c'était une mauvaise idée et j'ai arrêté. Mais je suis passée par là. Exact. Ça, je le reconnais. Ouais, je pense aussi que c'est une problématique en fait qui vient le plus souvent où les gens se disent, ok, c'est mon business, je peux injecter de l'argent quand le business il a besoin, sans traquer en fait les sommes que tu fais entrer dans le business. Ce qui laisse que sur le long terme, c'est très compliqué en fait de voir si je suis rentable ou pas, parce que tout se joue en fait sur la rentabilité. Parfois, tu peux avoir un produit qui marche très bien. Oui. Par contre, c'est pas très rentable. C'est pas très Donc, rentable. si tu pars sur la data, tu es censé couper ce produit. Ça peut être en fait un best-seller. Soit tu augmentes le prix et tu deviens rentable, soit en fait tu coupes totalement. Pour te Encore que focaliser. quand tu augmentes le prix, c'est un risque. Ouais. Parce que le consommateur, le client peut ne pas suivre. Ouais, Il peut exactement. estimer que là, tu veux le gruger et il ne consomme pas ton produit. Donc, exact. c'est Ouais, il y a tout ça. risqué. Donc, et puis en plus aussi, c'est un peu logique parce que derrière, si tu continues à vendre un produit qui n'est pas rentable, en vrai, c'est pas intéressant pour C'est pas toi. intéressant. Tu fais juste un business. Pourquoi en fait Ouais. finalement? Ouais. Donc, c'est un truc en fait qu'on raconte souvent en fait avec nos mamans qui ont fait des business. Ils ont leur boutique qui est là. Pendant des années, tu as l'impression que ça n'évolue pas parce que aujourd'hui, peut-être leur fils ou leur fille l'envoie l'argent. Elle achète les choses, elle dépose. Elle mange dedans. Il y a zéro traçabilité en fait de business et puis c'est assez compliqué en fait pour faire évoluer. Il faut toujours à un moment donné se dire attention, ça c'est pour le business et ça c'est pour moi. Si vous voulez même vous discipliner, vous donnez un salaire dans le business. Exactement. Ça, vous savez que ça vous revient. Exactement. Mais le reste, c'est pour le business. Pour pouvoir faciliter en fait la croissance du business. Voilà, concrètement, derrière. Comment tu as choisi le nom de ta marque et pourquoi? Comment j'ai choisi et pourquoi? Alors, étant donné que j'ai eu une enfance pas très facile, quand je sors et que je décide de vraiment prendre ma vie, en main, je me dis, je suis une guerrière parce que je n'ai pas laissé mon environnement tuer ma personne. Okay. Je n'ai pas laissé les difficultés, je n'ai pas laissé les coups bas de la famille avoir raison de ma personne, donc je suis une guerrière. Et quand je dis guerrière, pour ne pas que ça soit trop accessible ou bien trop facile pour le monde autour de moi, je me dis, je dirais en anglais. J'ai fait la langue, donc warrior. Et à chaque fois que je discute avec les gens, je dis, écoutez, je suis une warrior, je suis une warrior, je suis une warrior. Et tout le monde a commencé à m'appeler warrior à un moment donné. Okay. Et quand je décide de créer la marque, que je rencontre les femmes avec qui j'ai voulu travailler, je dis, je les regarde et puis leur résilience, ça me parle. Ce sont des guerrières, ce sont des warriors. Donc oui, je vais appeler ma marque warrior parce que c'est une histoire derrière. C'est une histoire de la femme qui n'abandonne pas. C'est une histoire de la femme qui a un rêve et qui poursuit ce rêve-là. Et c'est une histoire de la femme africaine qui n'a pas toujours eu les conditions faciles, mais qui tient à réaliser et à bien réaliser sa vie. Alors, donc c'est ainsi qu'on garde le nom warrior. C'est incroyable. Ouais. Tu sais, au départ, quand tu as commencé à parler de ta maman, en fait, direct, je me suis dit peut-être que c'est de là en fait, le nom est venu. Non. Non, mais c'est un tout. C'est tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a dit également. C'est un tout. C'est le résultat de toute ma vie, de tout ce que j'ai vécu. Warrior. Okay. Aujourd'hui, en fait, ta marque, elle tourne totalement. Okay. Toi, aujourd'hui, par rapport en fait, au business, quel est le temps en fait, que tu accordes aujourd'hui à ton business? Wow! Quel est le temps que j'accorde aujourd'hui à mon business? C'est compliqué parce que je suis très occupée donc, à la télé. Et quand j'ai fini les tournages, j'ai d'autres activités, j'ai des événements sur lesquels je dois être. Je suis de moins en moins disponible au showroom aujourd'hui. On m'y voit quasiment pas. Okay. Ouais.
J'ai ma gérante qui s'en occupe et j'ai ma personne clé Qui est là. qui est là. Mais moi-même, je ne l'ai pas abandonné, le business, parce que je prends toujours des nouvelles. À chaque fin de semaine, j'essaie de savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais physiquement, je ne me rends pas disponible pour aller au showroom. OK. Non. Ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce niveau? Ça m'a pris combien de temps? Oui. Waouh. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça m'a pris combien de temps? Je ne sais pas. C'est tout un parcours. Plus tu grandis, plus tu as des sollicitations, plus tu manques de temps. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas là, en fait, ton business, en fait, il tourne. La question que je pose, combien de temps ça a pris à mon business de voler tout seul, c'est ça? Exactement. Ça lui a pris 3 ans. 3 ans. Oui. OK, hyper intéressant. Pourquoi je pose cette question? Parce que plein de personnes, en fait, se disent, ils veulent, en fait, avoir des revenus passifs sans rien foutre de leur vie. Et ils pensent, en fait, qu'ils peuvent l'avoir du jour au lendemain. C'est pour ça que je posais cette question. Aucunement. Et je l'ai dit au départ, j'ai dit, quand vous créez une marque, ne vous attendez pas au premier mois à gagner quoi que ce soit, non? OK. Il vous faut un minimum de 2-3 ans avant de commencer à jouir de votre business. Je sais, Freda, quand je suis allé à l'université, je demandais quelles sont les femmes en fait, qui inspiraient les jeunes dames. Et peut-être à la fin, je vais te poser en fait, la question parce que je pense que quand je suis arrivé ici, c'était beaucoup plus facile de trouver des hommes. Mais les femmes, c'était vraiment, vraiment galère. Et donc, quand je posais cette question, pourtant, en fait, la question qui revenait le plus souvent, c'est elle est assez exposée. Elle est très belle, elle est toute en fait, genre, comme elle est exposée et tout, et elle a en fait sa famille et tout. Comment elle gère tout ça? Comment on gère tout ça? L'équilibre. Ouais. Ben, écoute, pour répondre souvent à cette question, je dis, il faut avoir un bon partenaire, d'accord? Et ensuite avoir la crainte de Dieu. Quand tu as trouvé le bon partenaire, c'est facile. Toi, tu peux être parti pendant que lui s'occupe des enfants, ou quand lui, il est parti, c'est toi qui t'occupes des enfants. Donc, il faut juste avoir le bon partenaire, communiquer comme il faut avec ce partenaire, et ensemble, vous établissez maintenant l'organisation de votre famille, votre emploi du temps, de sorte à ne pas faillir du côté de la famille, comme du côté également de votre carrière. Donc, je pourrais dire, oui, c'est ça, j'ai le partenaire qu'il faut, qui m'accompagne comme il faut, qui m'épaule, qui me comprend, et qui m'aime énormément. Et puis, j'ai la crainte de Dieu et la grâce de Dieu qui nous accompagne. En fait, c'est très résumé. Mais oui. Mais oui. En fait, c'est intéressant, en fait, ce que tu dis. En vrai, même au départ, tu as dit la famille, en fait, c'est une entreprise. Et on sait que dans une entreprise, en fait, ce qui fait la grosse différence, en fait, c'est la main-d'œuvre. Donc, c'est le capital humain, en fait, qui fait le succès, en fait, de l'entreprise. Donc, la façon dont tu l'as expliqué, en vrai, il n'y a pas de secret, j'ai envie de dire. C'est juste de la main-d'œuvre nécessaire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Exactement. Chacun sait ce qu'il a à faire. Tu es père parce que tu t'occupes bien de tes enfants et de ta maison. Tu es mère parce que tu t'occupes bien de tes enfants et de ta maison. Tout le monde n'est pas mère, tout le monde n'est pas maman. D'accord? On est femme, mais tout le monde n'est pas maman. Tu peux avoir des enfants et même ne pas être maman. OK. Tu as les enfants, mais tu n'es pas maman. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la maman, elle a les enfants et elle s'en occupe. OK. D'accord? Et la femme, c'est juste celle-là. OK. Mais tu es mère, maman réellement quand tu as ces enfants-là et tu sais que tu as la responsabilité de t'occuper d'eux et de leur offrir tout ce qu'il faut pour une vie réussie et épanouie. Tu es maman. OK. Du coup, toi, aujourd'hui, dans cette structure, en gros, quelles sont en fait les difficultés que tu rencontres à combiner tout ça? La famille, ton activité professionnelle. Enfin, le pire, c'est juste que là, tu dis, j'ai pas un seul salaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs activités et tu es entrepreneur. Tu as ta marque aussi là derrière. Même si tu dis que il y a l'équipe qui est là, que tu as mis en place, comment tu gères tout ça? Quelles sont les difficultés, en fait? Quelles sont les difficultés que tu rencontres à gérer tout ça pour avoir, en fait, l'équilibre dans ça? Parce que quand on regarde, j'ai envie de dire, est-ce que tu as encore une vie toi-même? Mais oui, pleinement. Pleinement. Écoute, je pense, comme j'ai dit, c'est juste une bonne organisation. Oui, c'est une bonne organisation. Je sais que j'ai telle chose à surveiller. D'accord? J'ai les personnes qu'il faut, à qui j'ai délégué certaines tâches. Et après, je surveille. Je n'abandonne pas. Difficulté,
Je ne saurais dire. En fait, moi-même, je ne saurais pas te dire exactement comment est-ce que j'arrive à réglementer ma vie ou comment est-ce que j'arrive à avoir la main sur tout ça. Ça se fait tout simplement. Ça se fait tout seul, tout simplement. Il n'y a pas une formule particulière, il n'y a pas... Je ne sais pas. Est-ce que tu écris ton programme? Est-ce que tu as j'ai envie de dire, des logiciels ou des outils en fait, que tu utilises qui te permettent de structurer en fait, ton plan de productivité et où tu vas? J'utilise mon téléphone parfois pour ne pas oublier. Je mets des notes dans mon téléphone parfois pour ne pas oublier, mais de façon claire, je n'ai pas vraiment... Je ne trace pas un organigramme de ma journée pour savoir je fais ci, ça ou ça. Pour ne pas oublier, parfois, je mets des notes. Mais de façon claire, non. De façon claire, non. Je pense que j'ai juste établi la chaîne depuis le départ. Comme depuis le départ, j'ai trouvé l'équipe qu'il faut pour m'accompagner et qui savent quel type de personne je suis et ce que j'attends d'eux, ça se fait facilement. Je crois bien. Je crois. Comment tu arrives en fait à protéger tes enfants, ton mari de la lumière, j'ai envie de dire? Parce que toi, tu es tout le temps exposé. Comment tu gères cela? Comment je gère cela? En fait, j'ai compris qu'il faut faire la part des choses. Ce qui est important pour ceux qui te suivent, c'est pas forcément de savoir combien d'enfants tu as. C'est pas forcément de savoir si tu es marié. C'est de savoir si tu réussis ta vie. OK. Quand tu travailles, comment est-ce que tu travailles? J'estime. Je pense que ce qu'il faut montrer à nos jeunes, c'est travailler, réussissez. C'est pas forcément aller vous trouver des maris, aller vous trouver des femmes, faites des enfants. C'est réussissez votre vie. Et pour réussir sa vie aujourd'hui, il faut avoir un travail dans lequel on s'épanouit. Les enfants et autres, après, ça va faire le tout. Mais moi, j'estime que ce que je veux montrer aux gens, c'est pas ça. C'est travailler, concentrez-vous sur votre vie. C'est tout. Mes enfants, ils auront le choix quand ils voudront de s'exposer eux-mêmes. Et moi, je peux m'exposer moi. Et je peux montrer aux gens ce que je fais comme travail. C'est tout ce qui importe. Ne cherchez pas à savoir qui sont mes enfants ou combien j'en ai. C'est pas le plus important, ça vous donnera pas à manger. Par contre, si je dis oui, j'ai un business et j'ai besoin de telle ou telle personne, ça va vous donner à manger. C'est à ça qu'il faut s'intéresser. Ouais. Ça, c'est, disons, en fait, à marketing, c'est un positionnement que tu as choisi et que tu l'assumes. OK. Pleinement. Quand tu dis, OK, genre, quand je parle ici de la protection de la famille, est-ce que, genre, tes enfants, bon, je ne sais pas, ils sont petits ou pas, mais genre, ils sont petits. La plus grande a 12 ans. La plus grande, elle a 12 ans. Est-ce qu'elle va sur les réseaux? Non. OK. Comment tu gères ça avec toi? Elle n'a pas de téléphone portable. Elle ne va pas sur les réseaux encore. Elle n'a pas de téléphone portable. Quand il faut voir, c'est moi-même qui leur montre quand il y a quelque chose à leur montrer. Je peux tomber sur une vidéo drôle et puis je partage avec eux, mais ils n'ont pas accès à Internet pour le moment. Wow. Quand je dis à Internet, c'est vraiment réseaux sociaux. Sinon, ils vont sur YouTube, ils ont des tablettes, ils vont sur YouTube, ils regardent du contenu pour enfants, mais ils ne sont pas sur les réseaux sociaux encore parce que j'estime qu'ils ne sont pas encore assez grands pour ça. Il y a un monde sauvage sur les réseaux sociaux et ils ne sont pas encore suffisamment outillés pour arriver à gérer le stress des réseaux sociaux, pour arriver à gérer les condamnations des réseaux sociaux, les propos parfois déplacés et durs des réseaux sociaux. Ils ne sont pas encore prêts pour ça. Et donc, il faut actuellement qu'ils se concentrent sur les études et se concentrent à grandir sainement comme des enfants pour le moment. Wow. Mais toi, on a parlé en fait du fait que sur les réseaux sociaux, il y a des propos déplacés. Est-ce que tu as déjà fait face en fait à ce type de problème? Bien sûr, et même récemment. Ah ouais? Comment je les gère? Alors, je dis souvent aux gens, vous ne pouvez pas imposer à tout le monde de penser comme vous. C'est clair. D'accord? Vous allez dire ce que vous voulez, mais les gens ne seront pas d'accord avec vous et vous n'avez pas à leur en vouloir pour ça. Tout le monde est libre de penser. D'accord? Tout le monde est libre de ne pas avoir le même avis que vous. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais pour ne pas me laisser influencer par tout ça? C'est que je ne regarde pas. Tu ne regardes pas du tout? Je ne lis même pas. Ah ouais? Aïe, je ne perds même pas mon temps à regarder quand les gens me taguent dans des commentaires ou quand les gens m'appellent, me disent tu as vu tel ou tel. Même quand je n'ai pas vu, je dis j'ai vu, laisse. Parce qu'en fait, on est humain. Quand tu vas regarder, tu auras forcément envie de répondre.
Quand tu vas regarder, tu vas te laisser prendre au piège et je ne suis pas dans les émotions. Je suis sur les réseaux depuis 2017, mais non. Dans les clashs ou les buzz, ça, c'est pas moi. Tu as dit récemment, il y avait un cas. Oui, récemment, j'ai fait un podcast qui aurait fait le tollé. J'ai reçu des appels d'un peu partout pour me rassurer, pour des gens qui venaient m'apporter leur soutien. Mais je leur ai dit, mais calmez-vous, je n'ai rien. Moi, je suis calme et droite dans mes bottes. Je suis calme et droite parce que j'ai dit ce que je pense. D'accord? Et tu peux penser autrement. Tu n'as pas à m'insulter pour ça. Et maintenant, si tu m'insultes même, c'est que toi et moi, on ne parle pas le même langage. Parce que moi, pour te donner mon avis, je n'aurais pas à t'invectiver. Je vais juste te donner mon avis et partir. Mais si tu te mets sur les réseaux et que tu m'invectives, c'est qu'on ne parle pas le même langage. Donc, je ne peux pas arriver sur les réseaux et commencer à te répondre. Donc, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Et puis, la vie continue. Encore qu'au final, j'attends. Je sais que les gens finiront par comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Et non, en vrai, enfin, si c'est le podcast, ouais. moi, je trouve en fait que, en vrai, ce que tu disais, c'était logique. Pour toi. Et c'est clair. Pour toi, dis ouais. pour moi. Ouais, Parle pour toi. Pour moi, mais je trouve juste que, tu sais, j'ai envie de dire qu'on est en fait dans une génération où tout le monde veut ils veulent l'acceptation autour d'eux. Genre, tu veux être adulé, les gens veulent en fait être aimés par tous, jusqu'au point en fait de se perdre eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont concrètement. Tu vois? Donc, c'est ça en fait qui drive énormément de personnes. Ils le pensent au plus profond en fait d'eux. Ils savent, genre s'ils restent, ils veulent être honnêtes avec eux-mêmes. Ils savent que ce que tu es en train de dire, c'est logique. Maintenant, ceux qui veulent se fermer les yeux ou dire ok, c'est pas ça, c'est leur problème en réalité. Du coup, logique. Tu vois? Logique ou pas, écoute, moi, je n'en veux pas aux gens. Comme j'ai dit, tout le monde est libre de penser. Ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. C'est la diversité, logique. Donc, tu ne peux pas empêcher les gens d'être contre ce que tu dis. Tu ne peux pas les obliger à épouser ta façon de faire, de penser ou d'être. Ils sont libres, carrément. Mais je suis libre également d'avoir mon avis. Ça jase, oui. Je ne réponds pas parce que j'estime que c'est une perte de temps. Et il y a tellement de choses à faire et tellement d'argent à gagner que... Ça, c'est clair. Chacun ses objectifs et ses priorités, en fait. C'est ça. Tu penses, en fait, aujourd'hui, qu'en tant que femme, tu dois absolument faire un choix entre ta vie pro et ta vie perso? Faire un choix? Ouais. Bon, ça va dépendre, en fait, de ce que ta vie professionnelle t'apporte. Okay. D'accord? Si ta vie personnelle est toxique, ou si ta vie personnelle te perd, tu es totalement en perdition, oui, tu t'accroches à ta vie professionnelle. Okay. Parce que tu ne peux pas venir sur Terre et être loser sur toute la ligne. Oui, tu ne peux pas être loser sur toute la ligne. Si ça n'a pas marché ici, concentre-toi de l'autre côté. Oui. Dans ce cas, oui, pour moi. Mais après, si des deux côtés ça marche, non, tu ne fais pas de choix. Et je suis féministe, d'accord, mais pas des féministes qui combattent les hommes. Okay. Je suis une féministe qui dit ou qui comprend que le combat doit se faire avec les hommes. On est d'accord? C'est ça ma vision des choses. Donc, si ta carrière, ou si à un moment donné, tu veux faire un choix parce que tu estimes que tu es féministe, fais le choix qui va faire en sorte que tu te fasses accompagner d'un homme pour réussir ta vie. Pas ce choix-là qui t'emmène à te retrouver vieille fille ou seule avec un collège d'autres filles qui n'ont dans la tête que le féminisme qui combat les hommes. Non. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Qu'est-ce que toi, tu penses du féminisme en Afrique? Ben, c'est ça, j'ai dit, c'est mal interprété et mal vécu. C'est mal interprété et mal vécu. Je pense que les gens ont dénaturé le combat, ont dénaturé l'expression, ont dénaturé même ce qu'on devrait comprendre du mot féminisme. Féminisme, c'est lutter pour réussir sa vie en tant que femme. C'est lutter pour avoir ses droits en tant que femme. Mais ce n'est pas lutter pour tuer les hommes. Ça, le monde ne se fera pas sans les hommes. Je suis désolée. Le monde va se faire avec the male gender and the female gender. Okay. On est d'accord? Ce sont les deux. Ça ne va pas se faire uniquement parce qu'on n'est que des femmes. Donc, pourquoi combattre les hommes? Non. Je suis de ces féministes qui marchent avec les hommes. Ça, c'est ma vision et ma philosophie. C'est hyper intéressant.
honnêtement. Je pense en fait ce qui est encore beaucoup plus impressionnant aujourd'hui sur les réseaux, il y a des gens qui se considèrent comme féministes, mais qui ne savent même pas définir c'est quoi être féministe. Oui, c'est dommage. Et ce n'est pas forcément de leur faute. C'est parce elles ont été exposées à des personnes qui ont gangréné leur esprit. C'est parce qu'elles ont été exposées à des personnes qui ne leur ont pas dit la vérité. Des personnes frustrées dans leur âme et dans leur vie qui ont voulu justement faire découler toute leur frustration là sur elles. Et comme des éponges, elles ont absorbé. C'est ça. Ce n'est pas forcément de leur faute. On ne va pas leur en vouloir. On va se donner la responsabilité de les éduquer. De les accompagner. Et de les accompagner. Écoute, aujourd'hui, tu es une maman. Comme tu l'as bien expliqué, tu n'es pas une femme, tu es une maman. Okay? Quand on est arrivé, on a eu des discussions avec des jeunes dans la rue. Et quand on est parti à l'université, on demandait aux jeunes, c'était quoi ton rêve? Il y a certains qui nous disaient, OK, mon rêve, c'est ça, ça. Tu fais quelle formation aujourd'hui? Ils sont dans des formations qui n'ont rien à voir, en fait, totalement. Oui. Et donc, quand on discutait, il y en a certains qui ont dit que ce sont les parents qui les ont imposé cela. Toi, qu'est-ce que tu penses, en fait, de cela? Alors, je pense que quand tu as une passion pour quelque chose et que ton parent t'impose une ligne, ne va pas contre. Tu fais ce que le parent a dit, tu le fais bien, mais tout en continuant à aller vers ta passion. D'accord? Quand tu as fini de faire pour le parent, tu lui dis, voilà, tu es content, j'ai fait ça pour toi, maintenant je peux voler. Parce que tant que tu n'as pas fait pour le parent, il ne te laissera pas respirer. D'accord? Donc, tu le fais bien, mais à côté, tu continues bien sûr à travailler pour ta passion. Et dès que tu as fini, tu t'envoles. Est-ce que c'est pas... une perte de temps, c'est ça? Exactement ce que j'allais poser. Mais soit tu acceptes de te sacrifier ainsi, soit tu perds sur toute la ligne. Soit tu perds ce que le parent t'a imposé et tu perds ta passion, soit tu acceptes de faire des compromis, donc de satisfaire une partie et en même temps de te satisfaire toi aussi. Tu sauves. C'est dur, hein? Ouais. C'est dur parce qu'il y a certaines passions qui sont assez compliquées, par exemple, de les combiner avec les études et tout. Du coup, face à ça, c'est très compliqué, en fait, de... Mais quand tu continues à percevoir, à tendre la main à ton parent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas vraiment le choix. Bon, même si on va dire qu'on a le choix, tant que tu continues à tendre la main, tu es bien obligé d'aller vers où ils te disent. Mais en leur montrant que malgré que je fasse ça, si par exemple tu veux faire du cinéma ou même de la télé, malgré que je suis en train de vouloir faire de la télé, je n'ai pas abandonné ce que vous avez dit. Je n'ai pas failli à ce niveau-là. Je vous ramène toujours de bonnes notes. Donc quand j'aurai fini, voilà, vous avez ce qu'il faut. Laissez-moi maintenant aller vers ma passion. Maintenant, si tu as des parents ouverts d'esprit et compréhensifs, ils peuvent te laisser aller directement. Ouais. En fait, ce que tu es en train de dire là, ça a aussi un fait de sens. Je pense que c'était aussi le cas de Amir, enfin, d'après ce qu'il a expliqué par rapport à son histoire. Il dit que quand les personnes autour de ses parents disaient « Mais comment ça se fait qu'il fait le rap? C'est quoi en fait ce délire et tout ?» Ses parents le disaient « En fait, mon fils, à l'école, il assurait. Donc, si le rap le passionne, autant le laisser aller. C'est ça. En fait, il assure les deux. Du coup, voilà, c'est tranquille. C'est ça. La seule façon de convaincre les parents, c'est vraiment de leur apporter de bons résultats. Là, ils te disent, oui, tu peux toujours aller vers ta passion parce que c'est pas une barrière pour ce que je veux. Et toi, comment tu gères avec tes enfants? Est-ce que tu cherches leur passion? Est-ce que tu essaies en fait de les observer? Comment ça se passe concrètement en tant que maman? Alors, ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits. Oui, la plus grande, elle est très passionnée de tout ce qui est... manuel, tu lui donnes une tablette, par exemple, tout de suite, elle te décode ça, tu la mets au défi d'un jeu, rapidement, elle va gagner. Tu lui donnes des patins à roulettes, rapidement, elle s'y met. Un skateboard, rapidement, elle a cette passion-là. Mais je reste quand même, j'observe quand même. Hein, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Elle continue d'aller à l'école, donc j'observe. Ouais. Okay. Quand ça va vraiment se dessiner, je la laisserai aller vers... ce qu'elle veut parce que les temps évoluent, hein, d'accord? Ce que nos parents voulaient, c'est pas forcément ce que nous, on veut aujourd'hui. Et le temps que nos parents ont vécu, c'est pas forcément celui qu'on vit aujourd'hui. Les métiers qu'on estimait hier réservés pour les cancres, ceux qui n'ont pas réussi à l'école, ce sont ces métiers-là qui font gagner des millions aujourd'hui. Donc, le discours a changé. On est tombé sur une discussion concrètement faite sur les réseaux sociaux où les jeunes, enfin, on dit, en gros, je suis censé... Bon, en gros, tu ne peux pas quitter un homme qui t'a trompé pour aller trouver un autre homme. Bref, dans tous les cas, tous les hommes en fait trompent. Qu'est-ce que toi, tu penses en fait par rapport à ce type de sujet? Alors, déjà, moi, je ne suis pas pour cette façon de penser et de dire tous les hommes trompent, tous les hommes trompent. Je pense que
l'infidélité ou la tromperie, ça découle de l'éducation que celui-là a reçue. D'accord? Donc, dire tous les hommes trompent, c'est les condamner. C'est les condamner, en fait. C'est les condamner. Quelle expérience as-tu faite? Tu n'as pas connu tous les hommes de la terre. Ça, c'est clair. Donc, tu ne peux pas dire tous les hommes trompent. Déjà, c'est une fausse information. On est d'accord. Dis, j'ai connu 2, 3, 4 relations et ils m'ont trompé. Mais il reste à connaître. N'est-ce pas? Parce que tu n'es pas encore morte. Parce que 50% de la population, tu ne peux pas les juger en une phrase, tu vois. Voilà. Donc, dire tous les hommes trompent, ce n'est pas forcément le discours que je tiens. J'estime qu'il faut cesser de dire ça et qu'il faut plutôt encourager les hommes à avoir de bons comportements aujourd'hui, encourager nos jeunes frères, nos enfants à avoir de bons comportements, leur faire comprendre que ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas parce que vos pères l'ont fait que forcément, c'est dans votre ADN, vous allez le faire. Non. Dire à chacun, tu es comme tu es. Si tu décides de prendre un chemin, si tu décides de cheminer avec quelqu'un, si celle-là te convient, reste avec elle. Si tu estimes qu'à un moment donné, elle ne te convient plus, dis-le lui clairement et tu la laisses partir. Mais ne commence pas à faire des doubles jeux. Non, il faudrait qu'on dise à nos hommes, à nos enfants, à nos frères, changez, comportez-vous bien, parce que ce n'est pas une condamnation. Ouais. C'est pas votre second nom. Ouais. Voilà, c'est pas votre second nom. En fait, c'est intéressant venant de toi. Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu es assez exposé. Et donc, dire que les propositions, tu vas en avoir énormément. Mais la question, c'est pour ça en fait, je t'ai posé cette question. Oui. Quelle est la façon dont tu vois les choses? Et par exemple, je ne vais pas dire le rapport, mais juste avec monsieur, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas ces problèmes du type, OK, tu es assez exposé, donc tu vas avoir beaucoup en fait de demandes, beaucoup de propositions. Comment toi, tu gères ça? Et à partir de quel moment tu te dis, bon, là, en fait, c'est trop aller. Comment tu poses les limites avec les gens? Bon, pour revenir déjà sur la question précédente, j'ai parlé d'éducation des hommes, mais il ne faut pas occulter également l'éducation des femmes. Parce qu'une femme qui sait qu'un homme est déjà en relation avec quelqu'un et qui accepte d'aller avec lui, cette femme-là encourage aussi la tromperie chez l'homme. D'accord? Donc, quand tu es quelqu'un comme moi, tu es déjà dans une relation et un homme vient vers toi, tu sais clairement que cet homme-là, il n'est pas célibataire. Il est forcément également dans une relation. C'est à toi de le remettre à sa place et de lui dire, nous sommes des personnes responsables. Et comme je dis souvent, c'est mieux de m'avoir comme amie que de m'avoir comme amante. Parce que le type de relation, la complicité qu'on pourrait avoir comme amie, tu ne peux pas avoir cette même complicité-là avec moi comme si tu m'avais comme amante ou maîtresse. D'accord? Tu vas risquer de perdre ça, t'es sûr? Non. Donc, restons amis. D'accord? Oui, je suis une trop belle personne que tu pourrais avoir comme amie plutôt que comme partenaire. Hein, parce que je suis chiante. On n'a pas idée. Oui. Et risquer de mettre en péril une belle relation, risquer de devenir ennemi, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas la peine. Donc, restons amis. Et à chaque fois, les gens comprennent cela ainsi. OK. En fait, ce que tu viens de faire, c'était genre en mode, comme on le dit dans le jargon. Friendzoner, c'est ça? Ouais, tu as de friendzoner, mais en mode, tu l'as closé inverse. Oui. Inversement, te dire clairement, mais je peux accepter, hein. Je peux accepter, d'accord? Mais ce serait te faire du mal au final et me faire du mal. Me faire du mal également à ton mari. Voilà. Et à mes enfants et à tout notre entourage, à remettre beaucoup de choses en jeu. Non. Une belle relation amicale est beaucoup plus intéressante, je te promets, que tout ça. Tu sais, au départ, tu as dit un truc qui était très intéressant, c'est que tu as dit, tu as commencé très jeune en fait dans le domaine. Okay? Est-ce que tu as dû te battre pour être prise au sérieux? Mais bien sûr, comme j'ai dit, quand on voit un enfant, imagine, tu arrives dans un environnement où la quasi-totalité a plus de 40 ans ou à plus de 35 ans. Okay. Et toi, tu as à peine la vingtaine. Tu penses que quand tu lèveras le bas, on va forcément t'écouter, on dira un instant. On finit et on t'écoute. Donc oui, ça m'est arrivé. Les gens ont pensé que j'étais trop jeune pour en parler à certains endroits. On pensait que, sans m'écouter, juste à me juger sur mon apparence, ils ont estimé que j'étais trop petite pour dire ou pour faire telle ou telle autre chose.
Mais à chaque fois, j'ai prouvé qu'il fallait me mettre à l'épreuve pour ensuite dire si je suis trop jeune ou pas. Donc oui, c'est compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes frères n'ont plus forcément cette limitation ou bien plus forcément ce challenge-là. Parce qu'on a compris de plus en plus que les jeunes en ont énormément dans la tête. Il vaut mieux composer avec des jeunes, même dans les administrations, plutôt que les personnes d'un certain âge. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème se posera moins. Est-ce que tu as eu souvent fait des phrases du type « t'es arrivé où t'en es parce que t'es une belle femme » ? Non. Non. Mon physique a toujours été le bonus. Ça n'a jamais été ce que je mets. Non, pas toi, oui. mais ce que pensent les gens autour. Ce que pensent les gens ? Non. Non, clairement non. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours tout exposé. Les gens savent d'où je suis arrivée. Ils ne m'ont pas vu là du jour au lendemain. T'as évolué. J'ai évolué, mais vraiment à la face de tous. Tout le monde te dira, ah oui, elle a commencé tant, on l'a vu. Ça ne s'est pas fait en un jour. Je ne suis pas apparue comme ça, en un claquement de doigts, non. Donc, les gens savent réellement que c'est parce que j'ai quelque chose, enfin, je sais faire quelque chose que je suis là. C'est pas parce que j'ai un oncle, j'ai un cousin, ou bien parce que j'ai dû m'étendre sur un canapé que je suis arrivée là où je suis. Encore qu'il y a beaucoup à faire. Ils savent clairement que c'est le fruit de mes efforts. C'est ça aussi l'avantage, en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas dire des réseaux, mais le fait que tu es exposé, les gens voient ton parcours. Donc, c'est comme si ça a été documenté de A à Z, du coup. Ouais. Bon, tout de suite, en fait, tu disais que tu n'as pas eu, en fait, à t'étendre, en fait, sur un canapé. Et je reviens, en fait, là-dessus parce que, bon, récemment, on était aussi à l'université où on discutait et on a demandé à une jeune fille qu'est-ce qu'elle voulait faire concrètement. Elle disait qu'elle voulait être hôtesse. Elle voulait être hôtesse, mais genre, son papa l'a dit qu'elle va en fait d'oublier en fait ces trucs-là, que c'est pour les prostituées. Ou, bref, en fait, genre, c'est du coup, tu vois. Oui. Donc, toi, genre, quand on te voit à la télé, on va se dire obligatoirement que, ben, en vrai, elle a dû. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on reste des modèles. C'est pour ça qu'on a la responsabilité de ne pas faillir. Parce qu'il y a déjà trop de stéréotypes autour du métier. Les gens se disent, une femme à la télé, une femme de médias, forcément, elle a dû faire des galipiettes, forcément, elle a dû faire des choses pas très catholiques. C'est là même qu'il faut qu'on travaille fort, qu'on reste vraiment droit ou droite, nous, les femmes du métier, pour montrer aux parents que ce ne sont que des ondits, qu'on peut vraiment réussir à exceller dans le domaine en travaillant, pas en se couchant, pas en faisant des exceptions avec X ou Y. Ça a peut-être été dans le passé, mais aujourd'hui, de ce que je sais, c'est assaini. En tout cas, à mon niveau. De ce que je sais, d'accord, j'insiste, c'est assaini. Donc, oui, la responsabilité vient totalement à nous de prouver aux parents, de prouver à tous ceux qui nous regardent que l'animation télé, c'est un métier noble. Et quand on choisit d'aller vers ce métier-là, c'est qu'on a des valeurs qu'on veut incarner et on reste vraiment sur ces valeurs-là. Donc, de toutes les façons, à chaque fois que je prends la parole, je rappelle à nos jeunes sœurs que tout vient à bout à qui fournit de l'effort. Oui. Il ne faut pas se dire « Oh, je suis trop belle, donc facilement. » Il faut montrer qu'en plus... Je ne suis pas blonde. Je ne suis pas blonde. Hein. Quand on dit blonde, c'est-à-dire la blonde, c'est celle qui a tout dans les cheveux, mais rien dans la tête. Non, il faut être le type de femme pour qui la beauté est un bonus. Tu arrives, on te respecte parce qu'on sait que tu as à dire. Que quand tu ouvres la bouche, ce sont des choses sensées qui sortent de ta bouche. Donc, il faut se former. Il faut être consciencieuse à l'école, avoir une éducation et vraiment recevoir cette éducation-là de la part des parents. Et maintenant, marcher droit dans la société, même si c'est difficile. C'est pas toujours facile. Mais il faut se dire, non, je dois être cette génération-là qui reste un modèle pour celle qui me suit. Donc, même quand les assauts viennent, même quand la tentation arrive, non, des parents me regardent et sur la base de ce que je propose, ils sauront faire des choix pour leurs enfants. Oh. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. C'est lourd, mais oui. Mais on a pris ce challenge-là à bras le corps. En tout cas, moi, j'ai pris ce challenge-là à bras le corps. C'est très impressionnant. Si aujourd'hui, tu avais un message à faire passer à une jeune qui doute actuellement, elle est un peu perdue, elle ne sait pas vers où on fait s'orienter, et si tu avais un message à le faire passer, ce serait quoi concrètement? Ce serait, oui, tu as totalement raison d'avoir peur. Tu dois même avoir peur parce que le monde fait peur, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de douter de toi-même.
Parce qu'à partir du moment où tu as entrepris de faire quelque chose, tu as longuement réfléchi et tu as décidé cette chose-là pour toi. Donc, tu le fais jusqu'au bout. OK. Ça ne sera pas facile. Il y aura des assauts. Il y aura des personnes qui viendront te faire, te déstabiliser. Mais à partir du moment où tu as vraiment décidé, tu vas jusqu'au bout. Et tu t'accompagnes de la crainte de Dieu. Parce que selon moi, rien ne se fait sans l'approbation de l'Éternel. Ouais. À chaque fois que tu prends une décision, tu retournes dans ton couloir secret, tu parles avec l'esprit et ensuite, tu accomplis ce que tu as à accomplir. Super. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on te voit tout le temps à la télé. Quand il n'y a pas de caméra, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quand il n'y a pas de caméra, je suis juste Frida. Je suis celle-là, oui. Je suis celle-là qui est couchée chez elle. Je suis très casanière. OK. Tout ce qu'il me faut pour être heureuse, c'est la télé, mon drap, la clim. Mais la vie est belle. Seigneur. C'est tout ce qu'il me faut. Vous ne me verrez jamais dans des endroits juste parce qu'il faut y être. Si j'y suis, c'est soit pour soutenir quelqu'un, soit pour travailler. Je ne vais pas dans des endroits pour vraiment me distraire. Non, je trouve que le petit cocon que j'ai me suffit largement. Wow. Tout me va à la maison. Donc, oui, quand les caméras sont éteintes, je suis la maman qui s'occupe de ses enfants. Je suis l'épouse qui attend patiemment son époux à la maison. Et je suis la jeune fille qui continue à rêver derrière les écrans aussi parfois parce que je regarde beaucoup de fiction et je me laisse voguer, je me laisse emporter par tout ce que je vois. Hyper intéressant. Ouais. En fait, ici, quelles sont en fait les dames qui t'inspirent le plus? Sarah Jakes Roberts. Hey. Même en dormant, tu me poses la question, je te dis. Sarah Jakes Roberts, c'est une dame que j'admire énormément pour son charisme, pour sa foi en elle, en son époux et en ses enfants, et pour sa foi en son ministère. Wow. D'accord? Elle porte un message vrai et fort. Pour elle, la femme, c'est pas ces têtes-là qu'il faut enfermer. Il faut lui donner sa place. Il faut la respecter pour elle est. Et elle peut accomplir de grandes choses quand elle est bien accompagnée. Elle a un époux qui est également pasteur et ils ont une assemblée de milliers de personnes. Chaque dimanche, elle est devant ces personnes-là et elle n'a pas honte de qui elle est. Elle ne se dit pas, je suis une femme de leader religieux, donc je dois rester dans un format particulier. Non, c'est une femme qui s'aime, qui se rend belle, qui est toujours très, très pimpante. C'est-à-dire, elle vit. Elle vit. Et franchement, ça m'impacte énormément. Je lis beaucoup d'elle, je lis beaucoup de ce qu'elle propose sur les réseaux. Je suis également ses prêches. C'est mon modèle. Wow. Ouais. C'est mon modèle. C'est mon modèle. Franchement, c'est mon modèle. Parce que aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que la femme doit être cachée derrière un homme. La femme ne peut pas prendre des décisions. La femme ne doit pas être trop belle. Si elle est trop belle, c'est qu'elle elle court vers autre chose que ce qu'elle prône. C'est qu'elle invite les gens à la regarder pour son physique, non pas pour ce qu'elle est. Mais elle est tout à l'opposé. Franchement, ça m'impacte énormément. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Dis-moi, aujourd'hui, si tu devais donner en fait des conseils concrètement à une jeune femme rêveur, ce serait quoi? Alors, à une jeune femme qui rêve, je lui dirais, rêver, c'est pas un crime. Mais rêver juste, ça pourrait vous éviter des pièges. Rêver et se dire... rêver sans envier. Voilà. Être ambitieuse, c'est bien. Mais être envieuse, ça, ce n'est pas bien. Même si on dit qu'il y a l'envie positive et l'envie négative, j'estime que l'envie en elle-même, ce n'est pas une bonne chose. Être ambitieuse, se dire oui, je veux faire telle ou telle chose et je m'en donne les moyens. Et ensuite, à une femme qui me regarde, qui me suit, je dirais, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Mais tant que vous pensez ce que vous pensez juste pour vous pensez juste pour vos proches, ça devrait vous suffire largement. Cultivez-vous, cultivez votre foi en Dieu, trouvez quelque chose qui vous épanouit, investissez-vous
entièrement dans cette chose-là et profiter de la vie, tout simplement. Ok, hyper intéressant. Tu as parlé en fait ici du rêve, tu as parlé en fait de l'exécution, tu donner les moyens en fait d'exécuter. Si toi aujourd'hui tu avais la possibilité de donner un conseil à Frida en début de carrière, ce serait quoi concrètement avec ton expérience? Ce serait Margot, tu es sur le bon chemin, ne lâche rien, travaille bien, il y a encore tellement de millions à gagner, donc tu es sur le bon chemin, vas-y, je t'attends. Je lui dirais, je t'attends, viens. Ah ouais? Oui. Parce que j'estime que j'ai fait les bons choix. Oui, j'ai fait les bons choix. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai eu à accomplir jusque-là. Je ne regrette rien de tous les choix que j'ai eu à faire, même si parfois il y en a qui ont flotté. C'était les bons choix parce qu'ils m'ont mené là où je suis aujourd'hui. D'accord? Que je les ai mal ou bien vécus, je suis le résultat de tout ce que tu as fait tes choix voilà. jusqu'à présent. Donc, et s'il y a des choses que tu avais la possibilité de changer, est-ce que je ne changerai rien parce que si je change quelque chose, je ne serai pas là, je ne serai plus là. Ouais. D'accord? J'aime ma vie telle qu'elle est maintenant, donc j'estime que le cheminement était bien. Ouais. Okay. Même s'il y a eu des choix qui m'ont fait souffrir, c'était les bons choix pour moi parce que je suis là actuellement et je vis bien. Je vis bien de tout ce que j'ai eu à faire. Donc, je ne regrette rien. La dernière question que j'ai à te poser, en gros, quand tu te lâches, tu as cet accent ivoirien. Tu es resté en Côte d'Ivoire longtemps? Je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, mais oui, tout le monde me dit, soit j'ai un accent sénégalais, ivoirien ou togolais même parfois. Je n'ai pas un accent béninois. Je pense que, je ne sais pas d'où il me vient même cet accent-là, je ne sais pas. Soit c'est de l'école, de mon environnement, parce que je ne sais pas, moi-même je ne sais pas d'où vient cet accent-là et je suis la seule dans ma famille à avoir cet accent en plus. Même quand je discute avec mes frères, tu verras tout de suite la différence. Je ne sais pas d'où il vient cet accent, mais il est beau à entendre. Il est là. Il est là, non? C'est beau à entendre, non? C'est beau. C'est beau. Mais écoute, c'est ma particularité. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Écoute, aujourd'hui, en fait, on se dit que pour pouvoir réussir aujourd'hui, c'est con ou on dit c'est bête. Et M. Richard dit, il ne faut pas être con dans la vie. De dire, tu vas recréer les choses et de partir de zéro. Donc, on sait qu'aujourd'hui, pour que la jeunesse, en fait, explose, pour qu'on construise, en fait, ce continent qu'on chérit le plus, c'est aller s'inspirer. Donc, le moyen de mieux créer ou en fait de construire ça le plus rapidement, c'est d'aller s'inspirer en fait, des personnes qui ont déjà réalisé les choses que nous, on a envie de faire. Que si tu as envie de faire quelque chose, au lieu de rester dans ton coin, ou dire, OK, c'est toi qui es le génie et que tu vas recréer tout de zéro, c'est mieux d'aller poser les questions exactement aux bonnes personnes. Mais on sait que on est tout le temps en fait, dans notre coin et surtout aujourd'hui en Afrique, on se dit, si tu ne viens pas d'une famille aisée, tu ne viens pas d'une famille politique, bien positionnée, en fait, c'est mort en fait d'avance. Donc, nous, on s'est lancé cette émission en disant, bon, OK, on va aller croiser des personnes qui font déjà des choses incroyables à leur échelle, dans leur industrie, les poser en fait des bonnes questions, les questions qui reviennent et qui touchent beaucoup en fait à la jeunesse, pouvoir l'exposer simplement aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas toujours la voie qu'on a en fait dans notre tête, qui est la seule voie qui existe parce qu'on dit tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc voilà, on va aller voir les personnes qui ont déjà fait des choses incroyables, les poser les bonnes questions, comprendre en fait comment ils gèrent, je ne sais pas quel a été leur parcours, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils gèrent aussi leur situation pour que derrière, un jeune qui reste derrière, qui se dit, OK, par exemple dans ton cas, je vais travailler à la télé pour qu'ils comprennent que moi, travailler à la télé, c'est beaucoup de boulot, c'est ça, que rien n'est donné en fait gratuitement et tout, et rien n'est facile en fait concrètement. Toi, qu'est-ce que tu penses en fait de ce type de projet? Je trouve que c'est totalement bénéfique pour les jeunes générations parce que comme tu l'as dit, il y en a qui ne réalisent pas que le modèle est à portée. Ils se disent que le modèle est loin là-bas, tu vois, alors que tu es dans un environnement où tu as tout ce qu'il faut dans cet environnement. Donc, avec un programme comme celui-là, ça permet aux jeunes de réaliser que je n'ai pas besoin d'aller loin. Il est juste là. Et ces personnes-là, même si elles ne sont pas accessibles, parce qu'on n'est pas forcément toujours dans, dans les mêmes lieux, dans les mêmes locaux, j'ai la possibilité d'apprendre de ces personnes-là. Donc, c'est un programme à totalement encourager.
je te dis merci au passage de m'avoir reçu. Merci de m'avoir donné Merci à toi. cette opportunité-là de parler et merci de donner à ceux qui nous regardent l'opportunité de pouvoir apprendre de moi, même si je n'ai pas fini d'apprendre non plus. Je suis Logique. toujours Exactement. sur le chemin. Donc, c'est un programme qu'il faut totalement encourager. Et l'Afrique aujourd'hui a besoin de ça. On a beaucoup de personnes qui réussissent, mais qui ne sont pas suffisamment mises en lumière, qui ne sont pas suffisamment exposées. Donc, un programme comme celui-ci va permettre à un entrepreneur, par exemple, qui est en Europe ou en Amérique, de se dire, ah tiens, je peux me connecter à quelqu'un qui est en Afrique, qui fait peut-être dans le même domaine que moi. Et ça fait grandir le monde. Donc, bravo Merci pour beaucoup. cette très, très belle idée. Je prie l'Éternel de continuer à inspirer toute l'équipe afin qu'on revienne d'ici là célébrer le premier anniversaire, le deuxième, le troisième. Voilà, et beaucoup plus de ce programme. Merci, en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci plaisir. pour le temps que tu as accordé. Je pense que tu as une réunion là, mais Oui, c'est une réunion en ligne. Donc, d'accord. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et je Un mettrai plaisir. en fait, je ne sais pas, vous avez le site pour la marque? Oui, le Exactement. site ainsi que les liens, Liens dans les Facebook, Instagram. Je bien mettrai sûr. tout ça en fait dans la description C'est pour trop rediriger gentil. vers. C'est trop gentil. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup, Honoré. C'était super sympa. Merci.